En fait, ça va permettre de garder le distillat. Donc, on va éviter toujours de sentir le verre à la verticale. Et le mieux, c'est vraiment de sentir le verre. Là, j'en ai peut-être même un peu trop. Hop. C'est quasiment toujours de déguster le verre à l'horizontale. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les arômes volatiles qui vont être ici et les arômes lourds qui vont se retrouver au milieu du verre ou en bas du verre. Vous pouvez faire le test. On va mettre le verre ici, on va monter délicatement. On prend une légère inspiration et le profil aromatique va complètement changer entre ici et ici. Exact. Je vous laisse le temps de le faire pour ceux qui veulent s'amuser à le faire. On va aller chercher du rhum. Hein. Allez, le rhum. Je n'avais pas prévu, je savais pas que c'était une dégustation Non, mais c'est virtuelle, mais en présentiel. Virtuel. vous pouvez, mais après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. On est des pirates. Après, petite particularité aussi, mais là, il faudrait être 2 verres et je ne sais pas s'il y en a qui en ont ou pas, mais vous pourrez vous amuser a posteriori à le faire chez vous. Je vais juste celui-là. Une narine de chaque. Un truc qui peut être bluffant aussi. Donc, d'un côté, vous pourrez vous servir un rhum vieux ou un rhum blanc, et d'un autre côté, un rhum de mélasse et un rhum. Donc là, je vais prendre un Saint-James canne bio. Et de l'autre côté, on est sur un rhum de Belize. Vous pouvez vous amuser à faire ça chez vous, et c'est assez rigolo, de prendre 2 verres, de les amener ici, de prendre une légère inspiration, de changer le sens des 2 verres, et de prendre une même inspiration. Vous allez vous rendre compte, on ne ressent pas du tout la même chose. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'en fait, les narines sont 2 cheminées, mais les sinus qui sont à l'intérieur sont complètement différents les uns des autres. On est tous logés à la même enseigne. Donc, c'est-à-dire qu'on aura dans la dégustation une problématique de verticalité entre les arômes volatiles et les arômes lourds et une problématique d'horizontalité pour l'équilibre entre les narines droite et gauche. Vous pouvez même vous amuser à faire ça. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir le même ressenti d'une narine à droite et d'une narine à gauche. OK. Donc ça, c'est les bases très simples de dégustation, mais qui sont assez révélateurs. OK. Et c'est pour ça que les jus, lors de la distillation et lors de la matière première, vont avoir une incidence sur les cocktails ou sur les différents types de boissons complètement différentes les unes des autres. OK. Donc ça, c'est le principe de base pour apprendre un peu à déguster. Il y a les 3 profs de bar. Pardon? Ah non, c'est JB. Salut JB. Jean-Baptiste. Yes, ça va ou quoi? Bonjour JB. Parler à sa fille, Donc je pense. là, on va aborder. Alors. Tac. Hop. Touc, vous voyez bien, c'est bon? Parfait. Oui, parfait. Ça roule. OK. Donc, d'où vient le rhum? Alors, déjà, on fait du rhum à partir de canne à sucre. Merde. Ah, tac. À l'origine, d'où vient la canne à sucre? Je ne sais pas s'il y en a. n'est pas question pour un champion. C'est pas ça. Ouais, Nouvelle-Guinée, Papouasie. Ouais. Donc, plutôt originaire d'Asie. On retrouve des traces de culture de canne à sucre en 3000 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, ça ne date pas d'hier. Elle a suivi la route des épices, tout simplement. Et les variétés, notamment originelles, qu'on a pu retrouver, qui ont suivi l'évolution, notamment via la Réunion et ensuite via le bassin méditerranéen pour enfin se retrouver à Hispaniola lors du 2e voyage de Christophe Colomb, sont les variétés Aotahiti, d'accord, qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui est exploité par Manutea. Et on retrouve ces variétés où il s'amusait à retrouver les variétés de canne originelles. Pour les variétés, on les appelle surtout d'un joli nom, en règle générale, par rapport à leur couleur. Canne bleue, canne rouge, canne noire, canne roseau, la macuba, enfin, je ne vais pas vous en faire, il y en a plus de 750 communément utilisées. Elles ont un autre nom qui, en règle générale, est composé, je vais essayer de trouver, voilà,
Là, on est sur la perle rare de A1710. Et là, on voit que c'est marqué la canne R579. D'accord? Donc, R, c'est simplement parce que c'est une canne qui est originaire de la Réunion. 579, c'est parce qu'on est sur la 579e variété de la canne de la Réunion. OK? Cette canne-là s'appelle la canne rouge. OK? Mais là où ça devient un peu plus coton, et c'est pour ça on a besoin d'avoir des références, là, on est chez la favorite, cuvée Bel Air, et c'est aussi une canne rouge. Mais là, on est sur une variété qui s'appelle la B64-277. B, parce que c'est une canne qui est originaire de la Barbade, qui a été découverte en 64, et on est sur la 277e variété de la canne barbadienne. Mais elle est aussi appelée canne rouge. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire que des fois, d'appeler par les couleurs, c'est très bien, mais il faut des fois savoir de quelle canne on parle. En règle générale, ce n'est pas la canne à sucre qui choisit l'endroit, enfin, ce n'est pas l'exploitant qui choisit l'endroit où pousse la canne, c'est la canne qui choisit l'endroit où elle veut pousser. D'accord? Selon les paramètres de sol, beaucoup. Alors, ça m'a valu les foudres de quelques producteurs. J'aime pas du tout utiliser la notion de terroir dans la notion de canne à sucre pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne parle pas du tout de même. Pour moi, terroir se réfère à la terre. Ça tout dépend déjà de la définition du mot terroir. Pour moi, le terroir se réfère à la terre. La canne à sucre, donc Saccharum officinarum, est une graminée de la famille des poacées. Grosso modo, ça va avoir un système racinaire qui va être aux alentours de 25-30 cm. Une vigne est à maturité à peu près à quel âge? Pas dire de bêtises, mais c'est il y a Tu quelques as le droit de années. dire des bêtises. T'as le droit. Il y a quelques années quand même. Je crois que c'est 50 ans? Ouais, 50, 60, en 70 ans. maturité. D'accord? Ouais. Donc, en fait, quand on va dire qu'on va retrouver de la minéralité dans un vin, c'est que le système racinaire, suite au stress hydrique, va descendre près de la roche-mère et va aller choper de la minéralité. Quand vous avez un système racinaire qui fait 30 cm, 30 à 40 cm, est-ce qu'on ne peut pas avoir de la recherche de cette minéralité? On est vraiment sur ce qu'on appelle le topsoil, donc les couches supérieures du sol. Donc, c'est pour ça que moi, le phénomène de terroir me dérange un peu par rapport à la notion de substrat. On va avoir des différences climatiques, on va avoir des différences de traitement de la canne, des différences culturelles, mais rarement des différences organoleptiques qui soient puisées directement du sol. Voilà. OK? Enfin, ça, c'est mon interprétation à moi et c'est ma manière agronomique de voir les choses. Maintenant, c'est discutable, hein. Il y en a plein qui vous diront oui, mais quand on parle de terroir, on parle de culture, on parle d'histoire, on parle. OK, très bien, soit. Mais pour moi, terroir égale terre et c'est vraiment par rapport à cette démarche agronomique. Voilà. OK. Ce qu'on en fait de cette canne à sucre, on peut en faire trois produits distincts. Il ne faut pas oublier que le rhum n'a existé que parce qu'on voulait du sucre. Voilà, tout simplement. Au départ, c'était un sous-produit de l'industrie sucrière. Dans les plantations, quand ils recevaient des invités, ils leur faisaient absolument pas boire du rhum, ils leur faisaient plutôt boire du cognac, du brandy. Mais le rhum était vraiment réservé aux esclaves parce que le rhum n'a existé que parce que, enfin, la canne à sucre ne s'est développée que parce qu'il y a eu aussi l'esclavagisme et la naissance du commerce triangulaire par les Hollandais d'abord et qui a été très vite repris par les Français derrière. Pourquoi? Parce que c'est une main-d'œuvre enfin, le travail du sucre nécessite beaucoup de main-d'œuvre et pour être rentable, il fallait une main-d'œuvre qui soit absolument pas chère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au XVe siècle, c'était les Vénitiens qui avaient le monopole du sucre. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi aujourd'hui beaucoup d'alcooliers italiens. Des grandes marques comme Campari, Martini, Vellier, etc., sont issus de cette culture-là et les Vénitiens et Agen avaient complètement le monopole du sucre, donc beaucoup d'alcool. Okay. Donc, on en fait trois matières principales. Le pur jus de canne, les rhums de pur jus de canne, donc les rhums de miel de canne et les rhums de mélasse. Alors, comment on obtient ça? Eh bien, c'est assez simple. Là, vous avez le moulin de chez Bologne à droite. Donc, la canne va être fraîchement coupée
Je ne sais pas si vous voyez la souris apparaître à l'écran ou pas. Oui. Ouais, ouais. Ok. Oui, oui. Donc, Oui. la canne va être fraîchement coupée. On va d'abord la hacher un tout petit peu dans ce qu'on appelle le hache-canne. Donc, c'est une série de marteaux avant de passer dans le moulin. Alors, attendez. Hop, je sais pas. Alors, je vais juste faire une petite manip pour vous montrer si j'ai des photos de hache-canne. Hop. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous voyez la photo là. Non, Alors pas là, Non, encore. attendez. Pas Hop. encore. pas de partage. Je vais mettre- Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que j'en ai foutu alors, non, c'est pas ça. J'arrive même plus à me voir. Hop, voilà. Attendez, c'est bon. Partager l'écran. Voilà. OK. Donc ça, c'est ce qui arrive avant le moulin que vous voyez. D'accord. Donc, vous voyez la série de petits picots ici va ce qu'on appelle défibrer la canne. La canne à sucre, c'est quasiment la famille du bambou. Hein. Donc, on est sur la famille des graminées. Donc, en fait, le tapis va amener la canne à sucre. Ça va être haché dans le hache-canne. Donc, elle va permettre de défibrer. Et ensuite, on va... désolé, parce que hop, je repasse justement à l'autre photo. Partage d'écran. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, ça va passer dans les séries de moulins. D'accord. Le moulin, en fait, c'est ce que vous voyez ici. OK. Là, vous voyez qu'on va verser un tout petit peu d'eau. C'est ce qu'on appelle l'imbibition. Donc, l'imbibition va permettre à l'eau de dissoudre le sucre qui est présent dans la canne qui a été défibrée et ensuite va passer dans des moulins successifs pour en extraire le jus. Le jus, on va le récupérer en dessous. Donc là, c'est ce qu'on appelle le jus de canne. OK. Ensuite, miel de canne et sucre. Alors, miel de canne ou sirop de canne et après mélasse, ce sont deux produits qui vont venir après l'industrie sucrière. Je vais parler entre mélasse et miel de canne, la différence est assez faible, si ce n'est c'est la teneur en sucre et en sucre cristallisable. Voilà, tout simplement. La mélasse, il y a trois différents types. Il y a ce qu'on appelle les classes A, les classes B et les classes C. Classe A, il va rester deux cristallisations possibles. Classe B, il va rester une cristallisation possible. Classe C, il ne reste plus de cristallisation possible. La mélasse, donc, c'est par chauffe successive et par passage dans des centrifugeuses pour obtenir le sucre. D'accord. Vu qu'on l'a chauffé, la grosse différence, c'est que la mélasse est un produit qui va être stabilisé. D'accord. Donc, on peut avoir une mélasse qui va venir d'Angola et qui va être distillée à Édimbourg, sans aucun problème. Ça peut mettre 2 ans ou 3 ans à voyager, ça pose absolument pas de souci. À l'inverse, dans les rhums de pur jus de canne, on va toujours trouver le lieu d'extraction de jus à côté des bacs de fermentation. Parce qu'on retrouve des levures qui sont endémiques, qui sont directement présentes sur la canne à sucre, qui vont faire partir en fermentation très rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir un laps de temps hyper court entre le temps de traitement de la canne, de la coupe, et alors là, on les voit bien chez Longto. Si vous voulez juste voir, là, déjà, vous voyez la différence entre la canne rouge. Alors, chez Longto, ils utilisent principalement deux variétés, la canne bleue et la canne rouge. Canne bleue, vous l'avez sur le champ à gauche. Canne rouge, vous l'avez sur le champ à droite. D'accord. Donc, rien que sur la couleur du feuillage, on peut voir cette différence-là. Mais pour vous montrer, hop, les levures présentes, vous voyez, là, on a juste passé l'ongle. Et vous voyez ici les levures qu'on a enlevées de la canne à sucre. D'accord. C'est pour ça que le traitement est hyper important parce que ça peut partir en fermentation très, très rapidement. Et en fermentation, là, ce coup-ci, non maîtrisé. Et donc, ça peut donner des goûts de moisissure ou des goûts qui ne sont pas forcément très agréables pour la canne. Et donc, c'est pour ça que c'est important de repartir sur quelque chose de maîtrisé. D'accord. Donc, comment on fabrique un alcool? Eh bien, c'est hyper simple. On prend un sucre, on va le mettre à fermenter. Les levures vont dégrader le sucre, on le transforme en alcool. C'est vrai pour le fructose dans le cas des alcools de fruits. C'est vrai pour l'amidon
dans le cas des whiskies et autres alcools de céréales ou de tubercules. Dans le cas de la canne à sucre, c'est du saccharose. Et donc, les levures vont dégrader le saccharose. On obtient un Van-Can. Dans le cas des rhums agricoles, on va appeler ça un vesou. Et ensuite, ce vin, une fois que la fermentation alcoolique a été faite et qu'on a le degré qu'on souhaite, on va le distiller. D'accord ? Donc, la fermentation, c'est hyper important aussi. Tac. Donc, on va le faire à partir de levure. Elle va être plus ou moins courte ou longue. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée, donc, ça dure combien de temps à peu près pour un rhum agricole, la fermentation ? C'est un peu plus long, c'est 36 à 72 heures. Ouais, 36 à 72 heures. Exactement ça. Après, donc ça, c'est ce qu'on appelle les fermentations courtes. À l'inverse des rhums jamaïcains, où là, on sera sur, jamaïcain, ou des fermentations longues, on sera sur combien de temps de distillation ? Ça peut durer quelques jours, une dizaine de jours, non ? Là, sur Jeune Forces, on est à 3 semaines même. 3 semaines. On est à 3 semaines. Et eux utilisent ce qu'on appelle le mock pit. Le mock pit, c'est le bassin que vous voyez en haut à droite là. D'accord ? Dans le mock pit, il y a du dunder, donc c'est la recette leur est propre, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des choses à pourrir, hein, tout simplement, hein, pour faire un élevage de levures. Et ces levures-là, ils vont les réintroduire pour faire leur fermentation de 24. D'accord ? Ici, donc la fermentation, on a un dégagement de CO2, bien sûr, donc on voit les petites bulles. Et ici, c'est lors de la fin de la fermentation. Vous voyez, ça fait quasiment une carapace de tortue, quoi. On retrouve le champignon qui est remonté à la surface, et là, c'est solide. D'accord. Ça, c'est au bout de 3 semaines. Là, c'est chez Hamden. Là, c'est chez Hamden Estate. OK. Là, c'est les cuves de fermentation de chez Hamden. Donc, mais vous voyez, ça peut être impressionnant. Et 3 semaines, ça va changer le profil organoleptique complètement par rapport à une fermentation de 36 à 72 heures. OK ? Donc, une fois qu'on a obtenu notre vin, on va le distiller. Il y a 2 grandes familles de distillation. Il y a ce qu'on appelle les distillations continues et les distillations discontinues. Discontinues, c'est simple. On va mettre une certaine quantité de liquide, de vin. On va le faire chauffer. On va séparer l'éthanol de l'eau. Pour faire simple, l'éthanol va s'évaporer à partir de 68 degrés, l'eau va s'évaporer à partir de 99. L'avantage de l'éthanol, c'est que c'est un solvant. Donc, l'éthanol va arracher les molécules aromatiques au fur et à mesure de la distillation. Et c'est pour ça que dans la dégustation de tout à l'heure, on avait les arômes volatiles qui vont être au-dessus et les arômes lourds qui vont être au fond. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la dégustation, c'est vraiment l'inverse de la distillation dans le principe de fonctionnement. Oui. Donc, distillation. Donc, distillation discontinue. Est-ce que le type de levure utilisé donne un résultat final différent ? Complètement. En règle générale, ce sont des levures Saccharomyces qui sont des levures de type boulangère. C'est très rare. Alors, ils ne vont pas utiliser des levures constamment. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire une adjonction de levure. Notamment chez Longto, par exemple, je crois qu'ils utilisent quasiment rien en levure. Enfin, c'est quasiment epsilon, quoi. Ils vont s'en servir pour lancer la fermentation, mais ce qu'ils vont surtout mettre en avant, c'est les levures indigènes qui sont directement présentes sur la canne. Ça va juste servir de starter pour continuer la fermentation. Parce qu'une fois qu'on est parti en fermentation, il faut qu'elle soit progressive et continue. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça va permettre, l'adjonction de levure boulangère va permettre de stabiliser la fermentation. Et parce que si la fermentation s'arrête, pour la faire repartir, alors déjà, le résultat est beaucoup moins bien garanti. Et deuxièmement, pour la refaire repartir, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord ? Surtout surtout après que on sera notamment chez Longto sur une distillation continue. Donc, en fait, il faut approvisionner la colonne de manière très régulière. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'ils ne s'amusent pas à faire les apprentis sorciers. Mais les natures de levure, les variétés de champignons de levure sont des secrets extrêmement bien gardés dans toutes les distilleries.
Ouais, j'imagine. Voilà. C'est ce qui va donner les profils aromatiques. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on revient au Dunder, là, c'est vraiment une recette ancestrale. Hein. Ils vont mettre, c'est pas fait au hasard, quoi. C'est chez Long Pond, la distillerie s'était arrêtée. Les ouvriers revenaient refaire leur Dunder. Malgré qu'ils n'avaient plus de boulot ni rien, en fait, c'est très culturel. C'est-à-dire que c'est vraiment l'entité, et c'est pour ça que les rhums jamaïcains, que vous preniez un Ramden, un Worsley Park ou un Clarendon ou un Money Musk, vous allez avoir des typicités aromatiques qui sont vraiment identitaires. Worsley Park, au nez, ça sent la poire Williams. Et dès que ça sent la poire Williams, on sait qu'on est chez Worsley Park parce que leur manière de fabrication va donner cette note typique de chez Worsley. Quoi. Voilà. Ok. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, c'est bon? Oui, c'était Juste- Michel Oui. et Thibonien qui Oui. avait posé. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur le Dunder? C'est possible juste de recommencer un petit peu au début l'histoire, revenir un petit peu sur le fonctionnement? C'est possible? Alors, le pas fonctionnement, je ne sais pas lequel a commencé par rapport au grand arôme ou au rhum de Dunder. Le grand arôme était le fait de réintroduire la vinasse des distillations précédentes lors de la fermentation. Les levures aiment bien les milieux acidophiles. La vinasse étant un produit très, très acide, ça permettait de les exciter et qu'elles partent dans tous les sens. Les spécialistes des grands arômes, vous avez Savannah à La Réunion, qui font un boulot magnifique sur les grands arômes. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, ce n'est pas une question de goût, mais déjà, c'est hyper drôle parce que si vous voulez un rhum qui sent la tapenade, vous prenez le Longtemps de chez Savannah, vous avez un rhum à la tapenade. Quoi. Ça sent l'olive à fond les ballons. Vous prenez le R, donc High Ester Rhum Réunion. On aura des arômes de fraise tagada qui sont hyper prononcés. Et tout ça, c'est dû au fait de réintroduire la vie. Alors, bien sûr, dans le choix de levure, hein, parce que là, ils ont des levures spécifiques. Et le fait de réintroduire la vinasse lors de la fermentation. D'accord? Parce que le côté acide du support va exciter le travail des levures. Le Dunder, c'est un peu inspiré de cette démarche-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet d'avoir des levures indigènes, vraiment d'avoir des spécificités de levure. Je vais essayer de vous... non, je ne les ai pas là. Mais, et donc, en fait, ils créent leur propre levure avec leur propre terroir. Alors, il y en a qui vont dire que oui, ils mettent des os de poulet dedans. Enfin, après, il y a vraiment le côté un peu image et poussé à l'extrême. Mais on va retrouver, les recettes sont gardées secrètes par les gens des distilleries, mais on peut retrouver des plures d'ananas en... Chez Zacapa, non? Pardon? Chez Zacapa? Zacapa, alors ça, c'est vraiment typique des rhums de tradition anglaise. Chez Zacapa, on n'aura pas du tout ce procédé-là. Zacapa, on est sur ce qu'on appelle les rhums de tradition espagnole, les Rhônes. Donc, il y a trois grandes, j'ai oublié de le préciser, mais il y a trois grandes familles dans les rhums. Les rhums de tradition hispanique, donc appelés Rhônes en règle générale. Je dis bien en règle générale parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Notamment, j'ai du Favorite où c'est marqué Rhum RUM parce que c'était pour le marché américain. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, c'est surtout une question de langage plus qu'une question de tradition. Mais en règle générale, ça se corrobore. Donc, les rhums de tradition espagnole, donc les rhums qui sont en règle générale, pareil, il y a des exceptions, mais qui sont en règle générale des rhums de mélasse ou de miel de canne, distillation dans des colonnes. Quelques-uns font encore du pot still, avec une méthode de vieillissement qu'on verra par la suite, qu'on appelle les Solera. Vous avez les rhums de tradition anglaise, donc où l'orthographe en règle générale est RUM, rhum de mélasse, distillation pot still en règle générale et des distillations quelques-uns colonnes. Et après, vous avez les rhums de tradition française, donc qui sont là des rhums de pur jus de canne, distillation colonne. D'accord? C'est simple, la classification, on va les retrouver. Je crois qu'il y avait. Voilà. Pour faire simple, vous avez ça. Ça, c'est la classification qu'a établie Luca Gargano. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça permet déjà d'avoir une petite idée de ce que ça représente. Alors, attendez, j'arrive pas à... J'ai la barre qui me dérange, j'arrive pas à la bouger. Enfin bon, donc là, on va retrouver nos matières premières, jus de canne, sirop,
ou mélasse. Le type d'alambic, post-style et colonne, et les colonnes et colonnes multiples. D'accord. Donc, on va retrouver les rhums agricoles, donc distillation pur jus de canne, tradition, enfin, en règle générale, tradition française, hein, d'accord. Ne peut s'appeler rhum agricole que des purs jus de canne distillés dans une colonne. Notamment, on parlait de A1710 tout à l'heure. Je ne sais pas si vous... attendez. Hop. On parlait de E, A1710, d'accord. Il y a, à aucun moment, c'est marqué... Pourtant, c'est martiniquais, hein, d'accord. Mais à aucun moment, c'est marqué rhum agricole. Pourquoi? Parce que eux, l'alambic qu'ils utilisent s'appelle la belle aline, qui est ce qu'on appelle un alambic hybride. Il y a une partie pot style et une partie colonne, donc c'est un alambic hybride. Donc, ils ne peuvent pas s'appeler rhum agricole. Okay. C'est un assemblage d'alambics d'alambics différents, c'est ça? Alors, ce n'est pas deux alambics différents, c'est le même alambic qui fait… Deux distillations différentes. Non, qui fait la… En fait, c'est la même distillation. En fait, c'est comme un Stoffler, ouais. Stoffler ou Holstein. Il y a une partie pot style et la partie rectification qui est faite en colonne. Ce n'est pas que de la colonne simple. Okay. Donc, il ne peut pas s'appeler rhum agricole parce que la belle aline n'est pas une colonne. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, les rhums agricoles, on les retrouve simplement soit en France, donc ex-dom-tom française, ou Madère aussi. Madère a la possibilité de s'appeler rhum agricole. D'ailleurs, c'est l'une des seules îles qui n'est pas française qui peut s'appeler rhum agricole. Voilà. Parce que dans le rhum, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a que des particularités. Du fait qu'il n'y ait pas de classification, c'est un gros bordel. Alors, et on fait du rhum sur l'île de Madère. Bien sûr. D'ailleurs, la femme de Christophe Colomb son père était planteur à Madère. Donc, c'est pour ça que lors de son deuxième voyage, il a importé des boutures de canne à sucre à Hispaniola pour pouvoir tester si la canne à sucre s'implantait bien là-bas pour faire plaisir à sa femme. Enfin, pour faire plaisir surtout aux parents de sa femme. Enfin, j'étais pas là pour vérifier. Donc, distillation discontinue. Donc là, on est sur un exemple d'alambic pot style. On va retrouver de la vapeur qui va se retrouver en dessous, le liquide à distiller, donc là, en l'occurrence, le vin de canne à sucre. Fermenté. Et donc, en fait, on va faire chauffer grâce à la vapeur qu'on aura produit au préalable grâce à la bagasse. La bagasse, c'est les résidus de canne à sucre qui sont complètement secs du fait qu'on ait retiré tout le sucre et qui permettent d'alimenter les chaudières. Voilà. Donc, l'éthanol va s'évaporer, on va le refroidir. Et on va bien sûr enlever les têtes et les queues et on va récupérer le rhum de coulage. D'accord. Les têtes et les queues peuvent être réintroduites après lors des distillations suivantes. Une fois que le liquide à distiller est épuisé, on vire la vinasse, on nettoie l'alambic et on est reparti pour une autre distillation. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une distillation discontinue. En dessous, vous avez l'alambic, le Forces de chez Worsley Park. Forces étant le nom d'un créateur d'alambic qui est écossais et qui, là, a fait cet alambic-là, pot style à double rotor. Double rotor, c'est parce qu'en fait, il y a deux autres petites distillations qui se refont après et la petite colonne de stabilisation derrière. OK. OK. OK, ouais, très bien. La distillation colonne. Donc, la distillation colonne. Donc là, on retrouve la colonne de chez La Favorite en exemple, donc qui va donner bien souvent les rhums agricoles. Alors, la colonne, on est sur une distillation dite continue. Pourquoi? Parce que… Alors, attendez, je vais juste virer ça. Hop là, voilà. Pourquoi dite continue? Parce qu'en fait, à partir du moment où elle est alimentée en vin de canne et ici en vapeur, on peut distiller tout le temps. OK. Donc, on n'a pas besoin de nettoyer la colonne. On va nettoyer la colonne entre chaque distillation, mais les distillations, tant que c'est alimenté, on en fait ce qu'on veut. OK. Principe de fonctionnement, on a le vesou qui va arriver. On va le monter un petit peu en température. Une fois chargé, on va le mettre dans la partie il va rentrer dans la colonne de ce qu'on appelle la partie de colonne d'épuisement. On va faire rentrer la vapeur en dessous et il y a des micro-cloches qui sont à l'intérieur. Alors, attendez, hop, touc.
Nanana. Partage d'écran, je reviens sur mes photos. J'espère que c'est ça. Voilà, tac. Pour vous montrer ce que c'est qu'une colonne. L'intérieur surtout, on va aller chez Père là-bas. Et vous allez voir. Alors ça, je reviendrai, je vous expliquerai ce que c'est après. C'est drôle, c'est l'histoire. Donc la colonne, c'est ça. Moi, j'ai plus de photos, j'ai plus rien. J'ai plus rien. On est en noir pour l'instant. Oui, on est. Vous êtes en noir? Oui, attendez, on était en noir, ouais. Là, c'est bon? Ouais, Ouais, là, parfait. c'est bon. Là, C'est bon. super. Donc là, on a la colonne Père là-bas. Ok. Donc distillerie Père là-bas, pour vous montrer, ils avaient. Alors, je vais juste faire un petit aparté très rapide. Ça, c'est l'ancien pot style qu'ils avaient, qui était originaire de la Barbade, qui était le Ah, premier alambic qu'on retrouvait chez Père là-bas, hein, avant qu'ils s'amusent à faire du rhum agricole. Donc c'est drôle. Hein. Enfin, ouais. Ah ouais, c'est. Et là, vous retrouvez le passé sucrier. Dans les distilleries, quand vous baladez et que vous voyez ça, ça, c'est ce qu'on appelle des sucrottes. Les sucrottes, en fait, c'est vraiment, c'était là-dedans qu'en fait, ils préparaient le sucre, hein, tout simplement. La première s'appelle la grande. C'est là où on versait le vin de canne, on faisait chauffer. Ensuite, on passait dans la deuxième, on appelait ça la propre, parce qu'ils allaient faire une adjonction de chaud et de produits divers pour enlever les éléments, comme une clarification, en fait, tout simplement, Ouais. une clarification à la chaux. Et ensuite, on avait le flambeau, où là, on allait le porter à ébullition. Et la dernière s'appelle la batterie. Et la batterie, ça peut peut-être vous parler. On en fait Ah du oui. sirop. Quand on a du sirop batterie, en fait, ça porte ce nom-là parce que la dernière sucrotte s'appelait la batterie, tout simplement. Voilà. Donc voilà le petit aparté. Donc là, on est chez. Donc, une fois que la colonne est. J'ai Là, on une est sur. question, Mathieu de Joao, qui demande Vas-y. s'il y a une période de distillation pour les rhums où on peut distiller toute l'année. Il y a une réponse toute simple. C'est la période de la canne à sucre, parce qu'on doit avoir un temps entre le moment où on coupe la canne à sucre. De rhum en général ou de rhum alors, pour le Non, rhum, en gros, je pense que là, oui, il faut que la canne à sucre, ça dépend la récolte en fait. voilà. Alors, il y a deux choses. Et d'une, quand on fait du rhum de mélasse, on s'en fout à peu près. Pourquoi? Parce que la mélasse, on peut la distiller On veut. 2, 3 ans après, on s'en fout. Par contre, dans les cas des rhums agricoles, il y a forcément une incidence entre le temps de distillation, parce qu'en fait, le temps où on coupe la canne et où on la broie doit être très très court pour le mettre en fermentation très rapidement. Donc, en fait, les périodes de fonctionnement des distilleries est complètement collé sur la colonne, enfin sur les périodes de récolte de la canne à sucre. Voilà. Grosso modo, c'est de février jusqu'à Enfin, ça commence, début mars jusqu'à. Pardon? Non, il y a un bruit là, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un bruit. Mais c'est pas, t'inquiète, vas-y. Non, c'est bon. Oui. Voilà. Donc en fait, donc voilà un peu le fonctionnement. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Ouais, c'est Très bon, bien, ça roule. très bien. Ok. Donc la colonne, là on est à la colonne distillerie poisson, donc marque Père là-bas. Et donc le fonctionnement. Donc vous voyez les différents plateaux ici. Ouais. Enfin les différents. Donc là on est sur la partie extraction. Ça c'est la filasse qui jointe chaque élément de la colonne. Ah, D'accord. Donc c'est à l'ancienne, hein, c'est hyper drôle. ah ouais. Et C'est donc, le collé. plateau est fait comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça D'accord. que Donc, en fait, le vin va arriver par le dessus, la vapeur va arriver par le dessous. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une colonne créole. Et en fait, les plateaux, le choc entre la vapeur et le vin de canne va faire s'évaporer par ébullition l'éthanol qu'on va retrouver en haut. Alors, attendez, je vais faire la manip. Tac. Hop. Là, vous voyez bien l'écran? Oui. Ouais, Oui, C'est bon. très bien. Et Ouais. donc voilà. Donc en fait, après, on va retrouver ça dans les plateaux de concentration. On va avoir pareil en haut les vapeurs alcooliques qu'on va refroidir. Et ensuite, on va obtenir le rhum de coulage une fois qu'on aura refroidi les vapeurs d'alcool. OK? Ouais. Est-ce que je suis assez clair? Oui, c'est bon? ouais, parfait. Bon, ça roule. Très bien, très bien. Si on prend le principe de la colonne et qu'on la met plusieurs fois, on obtient ce qu'on appelle des colonnes multiples. D'accord? La colonne multiple, si on va par exemple au Panama ou dans d'autres pays, ils fabriquent du rhum, mais pas que.
Donc, il fallait des outils de distillation qui soient à fort rendement et qui permettent de distiller un peu tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que les colonnes multiples sont nées. Donc, pour faire simple, ça va sortir un alcool qui va être à très haut degré. Alors, je n'ai pas parlé des notions de degré d'alcool, mais sur une colonne, comme on a vu juste là, on va avoir un jus qui va, ça va être en fonction de la taille de la colonne et du nombre de plateaux, mais on va avoir un jus qui peut titrer entre 67 degrés jusqu'à 85 degrés à peu près. D'accord. Sur les distillations pot still, la première distillation, on va atteindre 50, ouais, une cinquantaine de degrés, et c'est pour ça qu'on va le redistiller 2 fois pour obtenir un jus qui va titrer aux alentours de 70-80 degrés. D'accord. Là, on va avoir un rhum qui va directement, ou un alcool qui va directement titrer à très gros degrés. On va être aux alentours de 97 degrés d'alcool. Et avec assez peu de résidus, voilà, au fur et à mesure. OK. Pour vous montrer un peu ce que c'est, là, vous avez la photo d'Angostura Distillers. Donc, vous avez la colonne multiple qui est à droite et la colonne qui est l'ancienne colonne, enfin, la colonne toujours actuelle qui est à gauche. Mais vous voyez, la colonne multiple ici, c'est assez grand. Hein. Vous avez Captain Morgan qui est en dessous. D'accord. Donc, vous imaginez un peu le débit que ça peut sortir. OK. Ok. Oui, ok. Ah ouais, c'est grand le truc, quoi. Ah oui, c'est grand. Hein. Ouais, c'est haut, quoi. Ça peut, il y a C'est des... haut, Ouais. ça fait de l'hecto, quoi. Ouais, grave. Ça fait de l'hecto. Mais après, c'est ce qu'on va, notamment, c'est pour ça qu'on va avoir ce qu'on va appeler des rhums légers. Et je vais vous expliquer justement la différence entre ce qu'on appelle les rhums lourds et les rhums légers. Ah, ben voilà, j'ai retrouvé. Enfin, j'ai trouvé comment faire disparaître tout ça. C'est cool. Donc, le taux de TNA. Alors, le TNA, c'est ce qu'on appelle le taux de non-alcool. Autrement appelé aussi congénère. Je ne sais pas si ça vous parle. Là, c'est pour la version anglaise. Ça me dit rien. Alors, le taux de non-alcool, en fait, c'est assez simple. C'est le taux d'arôme. En fait, on est d'accord qu'un rhum va sortir à 80, aux alentours de 80 degrés. OK. Aux alentours de 80 degrés. Sortie d'alambic, hein, c'est ça? Ouais, sortie d'alambic ou sortie de colonne. On va probablement pas forcément le consommer comme ça. C'est-à-dire qu'il va être réduit. Et pour le réduire, on va lui ajouter de l'eau, tout simplement. Exemple, on va prendre à droite, c'est l'exemple d'un Brugal blanc à 40 degrés. On n'a pas de photo, Mathieu. Là, on a toujours que le TNA, là. Ouais, tu as marqué TNA, ouais. OK. Oui. Non, mais c'est ça. Un schéma. normal. C'est un schéma. C'est un J'ai schéma. pas de schéma. Il n'y a pas de schéma. J'ai pas de schéma. Si, j'en ai bleu, là, Cathy. Ouais, bleu, noir, et vous l'avez ça? Jaune, noir et bleu. D'accord. OK. Écoute. En Ouais, gros, tu as la oui. dose, tu as 502 en noir et multi. Alors, Ouais. On va ici, voir. sur la Attends, partie, Mathieu. là, vous voyez tous ou pas? Oui, oui. Ouais. Ma Oui. souris. Oui, Ok. oui. C'est bon. Ouais. Là, la partie bleue, ça, c'est l'éthanol. Là, on est dans l'exemple d'un Brugal à 40 degrés, d'accord? D'accord. La partie noire, c'est l'eau de réduction qu'on a apportée. D'accord. La partie aromatique, c'est le petit carré que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle le taux de TNA, le taux de non-alcool. C'est l'arôme qui est contenu dans l'éthanol. Parce que lors de la distillation, l'éthanol a arraché les molécules aromatiques. D'accord? Okay. Et les molécules aromatiques, c'est hyper simple, elles ont un poids. On les pèse en grammes par hectolitre d'alcool pur. OK? Et le TNA s'exprime toujours en grammes par hectolitre d'alcool pur. Dans le cas d'un Brugal, on est proche de 30 grammes par hectolitre d'alcool pur. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle un light rum, un rhum léger. OK? À l'inverse, là, vous avez un Forsyth 502, d'accord, où on est à 60 degrés d'éthanol, d'alcool. D'accord. On est à 40% d'eau. Et le TNA, sur le Forsyth, on est aux alentours de 697 grammes par hectolitre d'alcool pur. OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelait un heavy rum, un rhum lourd. D'accord. Donc, OK. Et tu as un exemple là pour le lourd? Moralité,
Est-ce que tu as un exemple de marque pour le rhum lourd et un exemple Brugal, je sais, Ouais. par exemple. Bah, Ouais. hop. Lightroom, tu prends tout ce qui est Havana. OK. Ouais. Havana, c'est un rhum léger. Pour les rhums lourds, tu prends Forcy 151 proof. Ouais. Là, tu vois le taux d'ester. Le taux d'ester, donc, c'est 597,3 grammes par hectolitre d'alcool pur. Ok. Donc là, les esters, sachant que c'est une des familles des composés du TNA. D'accord. OK, d'accord. Ah Alors, ouais. Habitation Bélier, ils sont sympas, ils nous les marquent. Et c'est pour ça que des fois, quand vous voyez là, on est chez Moba en Afrique du Sud, par exemple, vous voyez qu'il y a marqué Pot High Still ester. High Ester Rhum. Ok. Les Ouais, esters, en fait, c'est l'une des familles qui a le poids et les arômes les plus prononcés. C'est ce qui va cataloguer tous les rhums de Jamaïque, par exemple. Les rhums de Jamaïque fonctionnent par marques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette dénomination-là. Les marques, M-A-R-K. C'est hyper simple. Pas entendu parler. On va prendre l'exemple de Hamden. Chez Hamden Estate, vous voyez, il y a marqué L-R-O-K. OK. Ouais. Là. Oui. Ouais. L-Rock. L-Rock, ça veut dire Light Rum Owen Kelly. Donc, ça, c'est le Marx. Le Marx était utilisé. Alors là, je vais revenir au tout début. Était utilisé parce que grosso modo, si on vient au tout début, vous voyez là les petites photos, les petits fûts là qui sont là. Ouais. Il y a marqué OK. H+, high ester, Ah ouais. 1500, 1600. Notamment chez Shear, enfin beaucoup de rhums de typologie anglaise étaient des rhums d'assemblage, des blends. Et pour faire ces blends-là, ils avaient besoin de savoir comment peser leur rhum. Et c'est pour ça que la classification des marques est née. Avec le Marx, on peut savoir d'où vient le rhum et d'où vient le taux d'ester, c'est-à-dire que la catégorie d'arômes qu'ils peuvent avoir. OK. Et ça permettait de créer des blends en allant chercher des rhums lourds, des rhums légers, etc. Clac, clac, clac. Et ils pouvaient faire leurs blends. Et notamment, c'est comme ça que sont nés les Pusser's Rum, qui sont des blends. Alors là, on a le Pusser's Rum Overproof, 75 degrés, d'accord. Donc, tout ce qui est supérieur à 70 degrés, c'est ce qu'on appelle les overproof. Et à l'inverse, vous avez ce qu'on appelle les gunpowder proof ou Navy Rum. Pourquoi? Ah oui. Je sais pas. Je vous fais travailler. Navy Rum, ouais. Les Navy Rum, c'est une catégorie de rhum bien à part. Enfin, bien à part, non. En fait, c'est toujours un blend Barbade, Guyane et Jamaïque. Voilà. Juste les trois. Toujours les mêmes trois. Ouais, souvent, ouais. Alors, au tout début, la genèse, c'était des rhums sud-africains, mais qui sont vite partis. Ça, c'était vraiment bien. Après, classiquement, quand on parle de Navy Rum, c'est vraiment Barbade, Jamaïque et Guyana. Mais pourquoi ça s'appelle Gunpowder Proof? Gunpowder proof. Ça veut dire je sais pourquoi. Gunpowder. Parce que Poudre à canon. Poudre à canon, du coup, même si le rhum mouille la poudre, les canons peuvent prendre. C'est ça? En fait, voilà, il stockait le rhum. Ah, Roland. Il stockait le rhum au même endroit que la poudre à canon. Et si un tonneau de rhum mouillait la poudre, il pouvait quand même continuer à se défendre et il pouvait quand même se défendre parce que la poudre pouvait continuer à fonctionner. Et d'ailleurs, la personne qui était en charge de ce mélange, de la réduction à 57 degrés, enfin à 55 degrés, c'était ce qu'on appelait le Pusser's Rum. La personne qui était en charge de faire cette réduction sur le bateau, c'était le Pusser's Rum. Voilà. Et c'était une vieille tradition qui a pris fin le 31 juillet 1970, qui était la distribution dans la Royal Navy du tot de rhum. Voilà, La top de rhum, ouais. Voilà, qui s'appelle Black Tot. Tot Day. Le Black Tot Day, voilà. Tradition vieille quand même de 323 ans. Le premier, c'était l'amiral Vernon, qu'on appelait Old Grog. Voilà. Ouais. Donc voilà, revenons à nos moutons. Je fais plein de digressions. Donc, le taux de non-alcool, le taux de TNA, d'accord. Donc c'est pour ça que
là, ça va avoir de l'incidence pour les cocktails notamment. Principe d'un mojito, c'est de sentir le citron et la menthe. D'accord? Donc, Ouais. si on va avoir un rhum qui va être trop chargé en TNA, ben, on va avoir le rhum qui va prendre le pas sur le citron et sur la menthe, donc on perd l'intérêt du mojito. Okay, à l'inverse, on fait un petit punch avec un rhum qui a un faible taux de TNA, eh ben, on va sentir que le sucre et le citron, donc on n'a aucun intérêt. D'accord? Sachant que le petit punch, le but du jeu, c'est de sentir plus le goût du rhum. Okay, donc, les rhums agricoles vont être beaucoup plus déterminants pour faire des petits punches. Parce que pour qu'il s'appelle rhum agricole, il faut 225 grammes de TNA minimum. TNA. Sinon, ça ne peut pas être un rhum agricole. OK? Ok, d'accord. Donc, il y a des. Mais par contre, c'est hyper intéressant de connaître ça parce que vous prenez par exemple le Vélier, le Forcy 151 Proof qui a des arômes de Port Williams. Tu fais ça en daiquiri. Bon, il titre à 75 degrés 5, donc tu mets que 2 CL au lieu de 4. Ouais. Si ta base, c'est 2 et 4. Et tu verras, tu auras un rendu aromatique de dingue. Et toujours en gardant la notion de marge aussi, hein, parce que même s'il coûte plus cher, tu en mets 2 fois moins. D'accord? Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un peu intéressant aussi de savoir un peu comment fonctionnent les TNA pour pouvoir adapter son cocktail en fonction de la puissance aromatique du rhum que l'on propose. Quoi. Je ne sais pas si la question a été posée pour les facteurs influençant le TNA. Non, il y a une... C'est simple, c'est la fermentation déjà. Ouais. En fait, il n'y a que 3 arômes, 3 types d'arômes. Alors, il y a les arômes primaires qui sont dus à la matière première. Il y a les arômes secondaires qui sont dus à la fermentation, durée de fermentation et type de fermentation. Et après, il y a ce qu'on appelle les arômes tertiaires. Les arômes tertiaires, c'est le vieillissement. D'accord ? La distillation n'apporte aucun arôme. Par contre, ça va permettre de sélectionner. C'est comme un pianiste avec une partition. Le maître distillateur va ajuster sa colonne pour obtenir les arômes qu'il souhaite. OK ? Et donc, les arômes qu'il souhaite, en fait, les facteurs influençants, ça va être et d'une la fermentation et de deux la distillation. Les temps, les durées, la température, tout ça, ça va influencer sur le produit final qu'on souhaite. Voilà. OK ? D'accord, ok. J'espère que j'ai été clair aussi. Ouais. Nomenclature des âges. Alors, anciennement, on pouvait appeler dans les rhums agricoles, alors c'est pareil, ça va être un peu compliqué la nomenclature des âges. Là, celle-ci se réfère au rhum agricole, d'accord? Parce qu'on a la seule AOC au monde aujourd'hui est l'AOC Martinique. Mais aujourd'hui, il y a des nomenclatures qui commencent à se mettre en place. Il parle à la Barbade de mettre justement une AOC, enfin une AOP, pardon. Nous, on en a 2. On a l'AOP Guadeloupe, appellation d'origine protégée, et une AOC, appellation d'origine contrôlée pour la Martinique. Voilà. Où la nomenclature d'âge est la suivante. On a les blancs. Donc, un rhum blanc, c'est un rhum qui n'est pas vieilli, tout simplement. Et là-dessus, vous avez un truc qui moi, je vais en parler vite fait aussi. J'ai le temps ou pas? Oui. Bon, ça marche. J'en parle très, très succinctement. Parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire mais moi, j'ai été de faire là-bas directement à Marie-Galante, il n'y a pas de musique en France. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de rhums, donc on est d'accord, il sort à combien de degrés de la colonne pour les rhums agricoles? 70-80. OK. Nous, quand on le boit, il va être réduit. OK. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire voyager le rhum en brut de colonne ou est-ce qu'il vaut mieux le faire voyager en bouteille? En brut. Évidemment. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des produits qui vont être très différents les uns des autres. Et comment on peut se le repérer? C'est tout bête. Il faut regarder s'il y a la possibilité. Alors, il y a le code, vous voyez ici, EMB. EMB, l'emballage, non? C'est pas l'emballage? Ouais, code emballage. Ok. Là, on voit qu'il commence par 972.
Ouais. Martinique. Il est ici, là. Voilà. Donc, il est embouteillé en Martinique. OK. Ben, c'est vachement important. Parce que pour d'autres rhums, vous allez voir, ça va marquer EMB 33. Parce qu'il y a une grosse usine à côté de Libourne qui, principalement, le rhum arrive en vrac, en grosse cuve. Grosso modo, un rhum blanc va subir ce qu'on appelle une réduction brassage. Dans les îles, ça prend entre 2 et 3 mois. D'accord. Ok. Dans une grosse machine, ça prend 72 heures. En fait, ils vont micro-pulvériser l'eau de réduction dans l'éthanol, mais il y aura beaucoup moins de repos. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration alcoolique, quand on dit que l'alcool est bien intégré ou mal intégré. En fait, c'est assez facile en dégustation de le sentir. Est-ce que ça pique la langue ou pas, tout simplement. On peut goûter un rhum à 75 bourrins et il peut paraître hyper sweet. Et on peut avoir un rhum à 40 degrés et qui va piquer extrêmement, extrêmement la langue. Et à ce moment-là, c'est moins bien intégré. OK. Et en fait, comment on peut savoir? C'est assez facile. C'est que vous pouvez faire le test chez vous. Vous achetez un brut de Cologne, vous le mettez dans un verre, vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Et vous touchez le verre, vous allez sentir, ça va chauffer légèrement. Alors, sur une plus grosse cuve, ça chauffe beaucoup, beaucoup. Sur un verre, ça chauffe un tout petit peu parce que l'intégration alcoolique, en fait, le mélange entre l'eau et l'éthanol est une opération qui est lente et qui est exothermique, qui va dégager de la chaleur. Et c'est pour ça que l'intégration alcoolique prend du temps et on peut avoir des produits vraiment très différents des uns des autres, sachant s'il a été bien réduit ou mal réduit, trop rapidement ou pas. Et après, il y a les petits stratagèmes. Si on va chez Trois-Rivières, par exemple, ils ont pour la série du bar, ils avaient sorti le Vieux de l'Océan, qui est réduit à l'eau de mer des Caraïbes. Ils avaient rajouté de l'eau de mer, avec une petite pointe saline, mais c'était top. C'est hyper drôle. Vous faites un old fashion avec ça, c'est une tuerie, quoi. Qui sortait à 55, non? C'est pas lui? Ouais, je crois. En fait, c'est une bouteille noire. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Un peu spécial. Mais, L'eau de mer. Oui. je Ouais, ça doit être particulier. le trouve plus iodé que salin. Mais Ah, c'est oui. personnel. Mais en fait, il était méthode de réduction marine, il a été infusé à l'eau de mer, en fait, voilà, à l'eau de mer des Caraïbes. Mais en old fashion, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympa. C'est un produit que j'aime bien. Mais c'est bien que ces petits côtés un peu iodés, tu vois, c'est comme pour le cognac, celui de l'île de Ré. Pareil qu'avec les raisins C'est Camus qui fait ça. Ouais, avec les embruns et franchement, ça sort. Alors là, c'était lors de la réduction. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir aussi l'étape de la matière première, mais on a l'étape de la réduction qui est aussi essentielle pour avoir une très bonne qualité d'alcool. Voilà. Ok. Donc, nomenclature des âges. Revenons à nos moutons. Paille et ambré. On avait le Saint-James paille et le Saint-James ambré. Aujourd'hui, ce sont des marques qui sont déposées par Saint-James. D'accord? Donc, on ne peut pas appeler ça un rhum paille et un rhum ambré. On n'a plus le droit. Enfin, les fabricants n'ont plus le droit. On appelle ça des ESB. Élevé sous bois. Élevés sous bois. Et ils ont passé entre 12 et 18 mois dans un foudre. Un foudre, tout le monde sait ce que c'est. C'est des très, très, très gros tonneaux. Voilà. Ensuite, à partir du moment où ils sont passés en fût, quand ça a passé 2 ans, c'est un VS, Very Special. Fût 3 ans VO, Very Old. 4 ans VSOP, Very Superior Old Pale. Et 6 ans XO, Extra Old. D'accord? Yes. Alors, les 6 ans aujourd'hui, c'est plus forcément vrai pour le cognac. Non, c'est 10. Alors, c'est passé à 10, mais je ne sais plus si ils ont encore une année pour en passer à 10 ou si ça a été fait. Je sais Non, c'est déjà à 10. Hein. Non, mais ils avaient 3 ans de transition, je crois, pour passer de 6 à 10. Ah, non, mais c'est fait depuis maintenant 2018. D'accord, ok. Donc, ils avaient de 2016 jusqu'à 2020, quoi. En fait, ils avaient 2 ans. Et pour le rhum, ça reste à 6? Non. Alors, oui, il y a que Si, ça reste à 6. D'accord, ok. Parce qu'en fait, c'est juste Hennessy qui a demandé à ce qu'on passe à 10 ans, parce que le X rappelait le 10 du chiffre romain. Voilà, tout simplement. Ok.
Et ce qui permettait aussi, accessoirement, de passer d'augmenter leur quantité de vieillissement, donc de valorisation de stock. Voilà. Quand tu as 55% des parts de marché, c'est peux plus te facile de permettre. faire la pub autant. Enfin, quand tu Exactement. parles, on t'écoute. C'est plus ça. Donc, entre 8 et 12 ans, c'est les hors d'âge, et les 15 ans, les millésimés. Alors, bon, ça, c'est à titre indicatif. Il y a eu des évolutions, et je pense qu'il y aura des évolutions, notamment dans les millésimés, avec les arrivées de ce qu'on appelle les monovariétales ou les parcellaires dans les blancs certains blancs aujourd'hui sont millésimés, quoi. Ok. Les méthodes de vieillissement. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Là, on va attaquer les vieillissements. Non, ça va. Les questions, non, je pense qu'on les a posées. J'espère Non, que ça je va, suis- ouais. je suis- Ouais, cool. Je suis assez clair? Ouais, ouais, Dis- ouais. Oui, très bien. Ouais. C'est pas clair. Moi, à j'ai Mathieu. Moi, j'ai une question Vas-y. par rapport à la Jamaïque. Mhm. Il y avait des alambics qui sont en bois, des Alors, alambics ça, assez c'est différents. Alors, non, en Jamaïque, il n'y a plus d'alambics en bois. Ils sont au Ok. Guyana, chez Diamonds. D'accord, ok. Tu parles de Ouais, Enmore, tu parles de Enmore, voilà, c'est ça. Tout à fait. oui. Ouais. De Est-ce que l'alambic ça... Versailles. Alors, ils étaient tous Exactement. en fait, ils sont tous chez Diamonds, qui est D'accord. la principale distillerie du Demerara. Le Demerara, alors, les distilleries au Guyana, donc Guyana, on est au nord de la Guyane française, hein, on est juste à côté du Suriname. Alors, c'est pareil en France, enfin, même en Dom-Tom, il y avait énormément de distilleries qui ont fermé et qui se sont recentrées au fur et à mesure. Et ça a été le cas dans le Guyana, où ils ont fermé les unes après les autres. Et aujourd'hui, ils portent le nom des anciennes distilleries. Ils se retrouvent tous chez Diamond Distillers, Oui. qui fabriquent notamment Eldorado, Oui, la tout à marque fait. commerciale. Et on va retrouver l'alambic Versailles, l'alambic Enmore. Enmore qui est extraordinaire. Alors, je sais pas si Mais en fait, il y a une spéculation sur ces produits. oui, une On spéculation sur voit tout. on voit des embouteillages Enmore, enfin sur chaque alambic. Est-ce que l'alambic vraiment apporte une spécificité, enfin un alambic en bois apporte une spécificité au produit final? Alors, complètement, oui. Les alambics vont apporter En fait, c'est comme un orgue, hein, c'est comme un piano. Tu joues sur un piano à 5 $ et tu joues sur un piano à... Enfin, ou même le violon, tu prends un Stradivarius et tu prends un violon chez Leclerc, tu vas pas avoir les mêmes sons. C'est exactement pareil. La partition va être complètement différente, quoi. C'est vraiment, tu vas pas du tout avoir le même rendu. Alors, il y a une spéculation. La spéculation ne vient pas forcément de l'alambic, vient du fait que les plus grosses spéculations qu'on puisse voir aujourd'hui, notamment si on prend l'exemple de Caroni, Caroni étant un village à Trinidad et Tobago où était la distillerie, a fermé ses portes en 2004. Donc, il n'y aura plus de jus de Caroni, par exemple. Donc, parce que Trinidad et Tobago, ce n'est pas une démocratie, donc l'État a décidé de créer TDL. Et donc, aujourd'hui, tous les jus qui sortent de Trinidad et Tobago sortent de la même usine. Et donc, ça a créé une inflation sur le prix du Caroni, sachant qu'il n'y en a plus, quoi. Mais dans les whiskies, on retrouve la même chose avec Port Ellen, par exemple. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est simple, hein, c'est que le rhum connaît une progression tarifaire colossale parce que beaucoup d'amateurs de whisky commencent à venir dans le monde du rhum, parce que le monde du rhum, parce que le monde du whisky commence à être horriblement cher et commence à découvrir aussi que le rhum, c'est pas simplement que le rhum agricole. Aujourd'hui, on avait une vision très franco-française du rhum. On était bercé dans les rhums de tradition pour nous, avec le rhum agricole. Moi, j'ai commencé dans le rhum il y a à peu près 10-15 ans et bizarrement à Chicago. Ah oui, en fait, je travaillais pour une société américaine. Oui, aucun rapport. Mais j'ai commencé plus par les rhums de mélasse, moi. Et donc, parce que les rhums agricoles, j'en avais goûté quelques-uns, c'était sympa. Mon père était assez fan de whisky.
Et je me suis retrouvé à Chicago, coincé dans une tempête de neige, à ne pas pouvoir revenir en métropole. Et je suis tombé sur un bartender qui était fan de rhum et qui m'a fait goûter mes premiers Albion, Skeldon. Et on a passé un moment juste extraordinaire. Et je disais, mais ça, c'est pas du rhum, quoi. Et parce que j'avais cette vision uniquement de rhum agricole, et une fois qu'on a un peu plongé dedans, on se dit mais c'est juste Barlo, quoi. Et c'est là où on creuse et on se dit mais pourquoi ils ont ce goût-là et pourquoi nous les nôtres ont ce goût-là, etc. Et au fur et à mesure, on arrive à comprendre un peu, mais contrairement au whisky où tout est calibré, un single malt, on sait ce que c'est, un bourbon, on sait ce que c'est nomenclaturé, c'est voilà, il y a des règles. Le rhum, c'est le bordel, c'est vraiment le gros bordel, quoi. C'est des règles, il n'y en a quasi pas, hormis les AOC Martinique et puis ce que je vous ai à peu près dit, mais encore, il y a des spécificités, chacun fait un peu ce qu'il veut. Après, il y a les cachaça, qui sont aussi des distillats de canne à sucre. Après, il y a les clairins, qui sont aussi des distillats de canne à sucre, mais en Haïti. À votre avis, il y a combien de distilleries de rhum sur l'intégralité du continent américain hors Haïti? Il faut que j'aille sur Wikirum, mais je te le dirai sais bientôt. pas. Ce sera pas marqué. Ce sera pas marqué. Il y aura pas cette C'est réponse. énorme. Parce que tu mets juste toute l'Amérique latine. Laisse Non, tomber. Ouais. Déjà, au Vas-y. Brésil, il y en a beaucoup. Déjà, au Brésil, il y en a beaucoup déjà, des toutes petites distilleries. Donc, je sais pas. Mais beaucoup. Alors, de rhum, je ne vais pas parler des cachaça, je parle juste de rhum. Ah, d'accord. Fontaine. Je sais pas, sais pas. je suis sûr qu'il y en a plus que 1000, c'est certain. Il y en a 89. Ah, c'est tout. Ouais. Ah bon? Ouais. En Haïti, C'est hors il y taxe. en a 250. Hein? Quoi, dans toute l'Amérique, Ouais. il y en a 89 et dans Haïti, il y en a 89. Et en Haïti, il y en a 250 de rhum. Punaise. du clair. Le clairin. C'est le clairin, ouais. Ouais. C'est Les magnifique. cachaça, ce je les mets un produit. peu à part parce que c'est plus facile à fabriquer dans la mesure où c'est un distillat qui ne doit pas excéder 50 degrés. Donc, les natures de typologie d'alambic et de distillation sont un peu différentes. Voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est un peu plus… Alors que clairin, on est beaucoup plus proche d'un rhum, hein. Et après, il y a une troisième autre famille qui sont les grogs, donc de Cap-Vert, qui sont aussi des distillats de canne à sucre et qui sont très semblables au rhum, hein, qui sont du rhum. D'accord. Et, ok, d'accord. Et là, du coup, en soi, le clairin, enfin là, on part sur le vieillissement, on va pas s'égarer. Vas-y. Oui, mais si tu as une question sur les clairins, vas-y. Hein, on peut… Non, bah, en fait, là, c'est parce que du coup, c'est pas, ça reste en soi un distillat de jus, mais c'est pas appelé rhum, c'est appelé clairin, c'est ça. Oui, c'est la spécificité d'Haïti. Voilà. Haïti, il n'y a qu'un seul rhum qui existe en Haïti, c'est Barbancourt. D'accord. Tout le reste, c'est des clairins. Tout le reste sont des clairins. Mais tu as autant de clairins que de fermes, en fait. Ok. C'est quasiment ça. Qui a relancé le clairin Ah, c'est comme le mezcal. C'est pareil. Luca Gargano. Oui. Voilà, c'est ça. Via la maison du whisky. Alors, En la maison France. du whisky est le distributeur de Luca en France maintenant. Voilà. Après, ils ont des atomes crochus parce que Habitation Vélier est une société qui est commune à LMHD. LMDW, pardon. LMDW et Vélier. Et Luca Gargano, mais sinon après c'est Luca qui a mis au goût du jour, enfin qui a mis sur le… Luca a fait beaucoup de choses, hein, pour le monde du rhum, hein, notamment qu'on soit d'accord avec lui ou pas, hein, d'ailleurs, la classification, il a au moins eu le mérite de mettre une classification en place, même si elle est très orientée sur ses produits, hein, ce qui est logique et normal, hein. Mais ça permet de débroussailler un petit peu. Et voilà, mais après, il y a plein d'autres gens qui font plein de choses formidables. Clairin, c'est vraiment un peu à part parce que on est sur des variétés de canne très spécifiques, on est sur des productions très spécifiques, très artisanales et archaïques, hein. Bah, oui. On va chercher son clairin avec un bidon, avec juste un ancien bidon d'huile. Bon, j'espère que c'était quand même de l'huile alimentaire. Et comme si on allait à la coopérative du coin aller chercher du vrac de vin, quoi, pour l'embouteiller après, quoi. C'est exactement pareil, c'est la même démarche, quoi. Non, mais le goût est magnifique.
Le goût est Est-ce que- Le magnifique. goût est magnifique, Enfin, mais après, il y a plein de rhums qui sont absolument Ouais. splendides. Si vous avez l'occasion de goûter un de ces jours, goûtez merde, à Grenade, vous avez ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Ah, ça va me revenir. Antoine Rivers. Vous goûterez du Antoine Rivers, mais c'est juste absolument extraordinaire. Et pareil, c'est pas connu. Vous avez les grogs du Cap-Vert, c'est juste splendide. Enfin, c'est ça qui est génial dans le monde du rhum, c'est que c'est hyper surprenant et on a des choses qui sont. Tu vois, le dernier Sanson de Clairin, j'étais un peu plus mitigé, quoi. C'est très herbacé, très sympa, mais c'est très court en bouche et d'habitude c'était plus expressif que ça, quoi. Voilà. On a une question, Mathieu, là, de Joao, qui demande est-ce que tu penses qu'un jour ils vont réglementer la fabrication des rhums ou il n'y a, pour le moment. y a rien de Et prévu? nous, on essaye à travers de Wikirom d'apporter une petite pierre à l'édifice. On aimerait bien justement qu'il y ait une nomenclature. Alors, ça se fera probablement, moi je le verrai peut-être probablement pas, même c'est certainement pas, parce que c'est des enjeux économiques qui sont hyper importants et qu'il y a des disparités qui sont très, 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 très importantes les unes des autres. C'est pour ça qu'à la Barbade, ils en parlent depuis 10 ans et ça avance toujours pas. La plus grosse distillerie de la Barbade, c'est Wired, donc West Indies Rum Distillers. Après, vous en avez 3 autres qui sont Saint-Nicolas-Abbaye. Vous avez Montgay, qui est la plus vieille distillerie encore en fonctionnement aujourd'hui. Montgay et Richard Seal Foursquare. Voilà. 80% du 75%, ouais, 75% du jus qui sort de la Barbade sort de chez Wired. D'accord? Les 3 autres pesant en tout 25%. Je pense pas. Donc aujourd'hui, Wired appartient à un Français hein, qui s'appelle Alexandre Gabriel et que vous connaissez peut-être via ouais. les cognacs Ferrand Ah, d'accord. Oui, ou oui. les rhums plantations. Ah, oui. Ah, d'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas, non, ça. Cocorico. Ils ont aussi 33% de Long Pound, qui est une des De distilleries la région en plus. de Jamaïque. Eh ouais, bah ouais, de la région. Ah ouais, super. Allez faire un tour à Bonbonnet, vous allez voir. En plus, ils sont en train de monter les alambics pour faire du gin, pour leur gin Citadel, et c'est Ah plutôt ouais. sympa. Et donc, Alexandre Gabriel a des prérogatives, lui, de volume, et il est pour le côté aussi un peu exubérant. Donc, c'est d'avoir la possibilité aussi de faire vieillir à Bonbonnet, donc dans le Cognacé, pour une partie de son vieillissement. Ce qui interdirait l'IG Barbade, d'accord? Donc on se met bien à la place de et puis aussi tout ce qui est en termes de méthodologie de fabrication, lui il serait pour qu'on puisse remettre des levures endémiques, pour qu'on puisse utiliser d'autres types de bois pour les tonneaux, notamment des bois de manguier ou d'autres essences de bois qui étaient utilisées à l'époque. Ce qui serait interdit par l'IG Barbade. Donc, les 25% qui sont faits par les 3 autres distilleries, eux essayent de prêcher pour leur paroisse en disant, voilà, on veut le côté terroir ultra, ultra, ultra. Et puis, d'un autre côté, Alexandre Gabriel dit, ouais, ok, je paye 75%, mais moi, j'aimerais bien aussi avoir les latitudes de jeu pour que je puisse m'amuser à faire un peu les rhums comme je veux. Tout en respectant le côté historique, parce que c'est quelqu'un, pour le connaître un petit peu, qui est hyper respectueux justement de ce côté historique, mais qui aussi recherche l'amusement au travers de recherches de vieillissement, de méthodologie de fabrication. Donc, les deux choses sont complètement antinomiques. Donc, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas, ils ont du mal à trouver un terrain d'entente et ils auront du mal à trouver un terrain d'entente. Et c'est pour ça qu'en ça que devient très compliqué l'imposition d'une AOC, quoi. Un exemple tout bête, pourquoi aujourd'hui il y a une AOC Martinique, mais pourquoi il n'y a qu'une IG Guadeloupe? Et Parce que moi, la j'ai une Guadeloupe, question. parce que la Guadeloupe veut pas. Qui dit AOC dit quota. La Guadeloupe veut pas avoir une imposition de quota qui les arrangerait pas, notamment sur leur vente de vrac. Et donc, moralité, ils préfèrent rester en IG. D'accord.
Et moi, j'ai une question, Mathieu, par rapport à l'histoire sur les rhums agricoles en France. Est-ce Oui. que c'est vrai que c'est les taxes qui ont été... Enfin, est-ce qu'il y a une histoire de taxes que les Oui. rhums agricoles ont été privilégiés par rapport au rhum de mélasse? Alors, ils n'ont pas été privilégiés par rapport au rhum de mélasse. Historiquement, le rhum était taxé comme un produit de première nécessité dans les dom-toms. C'est-à-dire que quand vous achetez du rhum en Martinique, il est assujetti à une TVA à 5 et en métropole, on est sur une TVA à 20. D'accord ? Donc déjà, ce qui explique la différence de coût entre une bouteille payée là-bas et une bouteille qu'on va payer ici. Déjà, il y a 15,5 points de différence de taxes. L'évolution de la taxation qui se passe aujourd'hui n'est pas sur le segment de la TVA, mais sur le segment des droits d'assises. Les droits d'assises évoluent et aujourd'hui, sur les contingents qu'ils avaient, sur les volumes qu'ils avaient, l'augmentation, l'État va leur prélever de plus en plus par rapport au degré d'alcool par rapport aux droits d'assises, par rapport à leur production, tout simplement. Voilà. Ils augmentent, il y a un rattrapage qui va s'opérer, et donc en fait c'est pour ça que beaucoup de producteurs râlaient au départ, parce que aujourd'hui l'alcool va coûter en fabrication plus cher à fabriquer, donc ça va forcément impacter le prix de vente au final. Voilà. Et du coup, j'ai une deuxième question qui est un peu complexe, mais quand l'alcool il est envoyé en France, il est envoyé Oui. il est envoyé sans la baisse, sans l'adjonction d'eau. Du coup, Pas l'adjonction toujours. d'eau. Non, pas toujours. Ça, en fait, ça, on peut voir simplement par rapport au code EMB. Il y a des embouteillages. Le bio de chez Saint-Jean, par exemple, est embouteillé directement. De toute façon, quand c'est marqué embouteillé à la propriété, Ouais. où le code EMB révèle un numéro de département, donc les premiers chiffres révèlent un département des dom-toms, c'est que ça a été embouteillé sur place. Hein, d'accord ? Ok, Donc, ce n'est pas du ouais. systématique, le brut de colonne. C'est surtout, grosso modo, c'est ce que tu peux retrouver dans tous les supermarchés. Voilà. Tu vois Les ce que les gammes tu vois de ce que je- supermarchés, en fait, Ouais. en règle générale, c'est du vrac qui arrive et qui est réduit en métropole. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais du coup, l'eau qui est rajoutée au rhum n'est pas C'est de l'eau, l'eau distillée. oui, C'est de l'eau distillée. qui est française, mais qui n'est pas de Martinique. Il n'y a pas de différence. Il y a pas de... Non, en fait, même change dans rien. les distilleries, ils utilisent de l'eau distillée. Hein. Il faut qu'elle soit aromatiquement le plus neutre possible. Hein. Voilà. J'aurais pas une différence entre mon Trois-Rivières de Bordeaux que mon Trois-Rivières en Martinique, en fait. Bah, si, parce En que goût. tu auras une différence sur la rapidité d'exécution de la réduction. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que une réduction qu'aurait pris dans les îles 2 mois, 2 mois et demi, là, ça va être fait en 72 heures. Quoi. Donc, l'alcool peut moins bien s'intégrer en 72 heures qu'en 2 mois et demi. Quoi. Ok. Ouais. Donc, l'intégration alcoolique est beaucoup moins pertinente. Mais sur la provenance de l'eau, il n'y a pas d'intérêt. Non, en fait, même dans beaucoup de distilleries aujourd'hui, utilisent de l'eau distillée pour la réduction de leur rhum. Ok. Voilà. On ne peut pas utiliser de l'eau déminéralisée. Bah, si, l'eau déminéralisée, enfin l'eau de la. Je dis eau distillée, non, eau déminéralisée, pardon. Ah. Bon, de toute façon, ça revient au même. Hein. Oui, c'est Si pareil. si elle s'est évaporée, c'est qu'il n'y a plus rien dedans. Oui, voilà. Non, mais non, c'est vraiment de l'eau déminéralisée, pardon. Ou de l'eau, enfin même, on pourrait même. Pardon ? L'eau distillée et déminéralisée, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui. Alors, ouais, pas toujours, parce que de l'eau déminéralisée, ça peut être de l'eau de récolte. Mais non, mais l'eau, si on va juste si on est un peu, on prend de l'eau de puits, elle est déminéralisée naturellement, quoi. Voilà. D'accord. Bah oui, parce qu'elle s'est évaporée, et puis elle est retombée sous forme d'eau par le ciel. Voilà, elle n'a pas pu se charger. Ah non, dans les nappes phréatiques, non, parce qu'elle a pu se charger, en passant dans le sol. La terre en elle-même. D'éléments minéraux, ouais. Ah Ouais, ouais. tout à fait, ouais, notamment de NPK, d'azote, potasse et phosphate. Voilà, le vieillissement. Désolé. Si vous avez d'autres questions au fur et à mesure. Non, mais il n'y a On va pas y de souci. arriver. Je veux dire, je préfère largement ça que quelque chose où, enfin voilà, où je suis.
Moi, je suis là pour échanger avec vous. Hein. Je suis pas... Non, mais tu Ah, réponds à beaucoup de questions, c'est génial. Mais je suis pas un prof. Hein. Alors, Hop. vieillissement. Deux Ouais. grandes typologies de vieillissement. Nous avons la Solera. Alors, principalement, attendez, je ne sais pas si vous allez le voir. Tac. Ouais. Santa Teresa, 1796. On Ouais. voit marqué Solera Rome. Ouais. Alors aujourd'hui, pour un peu les connaître, c'est la seule Solera, vraie Solera, méthode de fabrication Solera au monde. Ok. Vous allez me dire, ouais, mais par contre, sur Zacapa, il y a marqué 23 Solera. Ouais. Ne manquez pas. Ouais. 23 ans. Ouais. Ah, là, on va rigoler un peu. Oui, là, ça va être bon. Là. Ça va être bon. Marketing quand tu nous tires. Mais ils ont raison, ils avaient le droit. Ils ont le droit. Ils ont, mais ils ont plus le droit très longtemps, mais ils ont encore le droit. Quand on voit Mathusalem, par exemple, Ouais. il est marqué Solera 23. D'accord. Ok. Une vraie Solera, aujourd'hui, pourquoi c'est une vraie Solera? Parce qu'il n'y a pas de décompte d'âge. Dans une vraie Solera, il n'y aura jamais de décompte d'âge. Comment fonctionne une Solera? C'est issu du RERES. Qu'est-ce que le RERES? Eloane, tu pues. Un apéritif à base de vin. Oui, le vin de Ok, Rérès. Donc, ils Vin sont muté. dans les barriques. ok, c'est ça, exactement ça. Et il y a deux types de RERES. Ouais. Le fino. On a les Fino et les Oloroso. Ok. Donc, et la différence entre les deux, Ben, c'est la quantité de flore au départ. il y a ça et Dans puis le les degré Fino. d'alcoolique final. Et le degré d'alcool. D'accord. Il y a 16 degrés pour les Oloroso et 18 degrés pour les Fino. Quels sont les cépages principaux du RERES? Palomino. Le Pedro Jiménez aussi, Le le mec Pedro PX. Jiménez. Ouais. Pedro Jiménez, les Moscatel aussi, le Moscatel, on le retrouve aussi. Et c'est pour ça que dans beaucoup de bouteilles, vous avez marqué. Il va nous chercher toutes Je les ne pas là, mais je ne vais pas me relever. Vous Non, c'est avez un bar, c'est. Quel dommage. Dos Maderas, vous avez marqué Dos Maderas 5+1 PX. Et quand vous voyez marqué PX, c'est du monocépage et on est sur du Pedro Jiménez, donc issu du RERES. Les RERES. Les RERES sont les vins mutés qu'on retrouve au nord de Malaga. Historiquement parlant, il les faisait vieillir en méthode Solera. Et c'est vraiment issu de ça. Il y a été. Ouais, j'ai perdu mon truc. Alors, les vins mutés. Et donc, en fait, ils partent du principe que le vieux éduque le jeune. Donc, on va faire un système de houillage. Je vais vous passer la petite vidéo. Où donc il y a les Crideria et la deuxième Crideria et la première Crideria et on va retrouver la Solera. Donc en fait, le houillage, tout le monde est à l'aise avec ça ou pas du tout? J'explique très rapidement. Le Le houillage. houillage. Non, allez-y, monsieur. Houillage, c'est tout ce qui s'évapore d'un tonneau, c'est ce qu'on appelle la part des anges. D'accord? Donc, au fur et à mesure du vieillissement, il va y avoir une partie qui va s'évaporer, c'est ce qu'on appelle la part des anges. La partie qui va rester dans le tonneau, on l'appelle comment? Même si on vide le tonneau, il va rester une partie dans les douelles, on appelle ça la part du... Ah, je ne sais pas. On sait La part pas. du diable. La part du La diable. part du diable. Ah ouais, La part du diable, c'est tout ce qui reste dans les douelles. La D'accord. part des anges, c'est tout ce qui s'évapore. D'accord, ok, très bien. Ok. N'empêche que la part du diable, ça peut représenter jusqu'à 10%. Ouais, c'est ça que je voulais te demander, Mathieu. C'est connu, 10% ça, dans le rhum? Alors, non, la part des anges ou la part du Non, diable? la part du diable, c'est à peu près 10%, c'est ça? Tu peux aller jusqu'à 10% en fonction de la capacité du tonneau. Ouais, Mais classiquement, 95% sont du Bourbon Barrel. Donc, on est sur des quarter casques qui font 225 litres. Pardon. On peut obtenir quasiment jusqu'à 2,5 litres de jus. C'est ce que disait Jérôme Tessandier il y a 2 semaines sur son whisky qu'il est en train de lancer. Parce qu'il a pris des fûts américains et il perdait 10% à peu près de... Alors, ça, quand il perd 10%, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Donc, c'est tout ce qui va s'évaporer. Même sans le... Je crois sur les douelles, en fait. Sur sur les douelles, oui. Sur un remplissage.
Alors, ça me paraît beaucoup. Pourquoi? Parce Ouais. que logiquement, les fûts ne voyagent pas vides. Alors, ils peuvent voyager vides. Ils peuvent voyager vides, mais ça veut dire à ce moment-là, il faut qu'ils les rincent bien parce que ça veut dire qu'ils auront été soufrés au préalable. Et des fois, c'est pour ça que dans certains rhums qui ont des défauts de fabrication, on peut avoir cette note soufrée qui est due au transport du fût, qui ont été soufrés, mais pas assez suffisamment nettoyés à l'arrivée pour avoir ça, quoi. Voilà. Donc, ça peut arriver des fois des notes de soufre, d'allumettes. OK. Donc, par du diable, par des anges, on verra après la dissociation de la part des anges entre le vieillissement tropical et le vieillissement continental. D'accord? Je vous expliquerai ça juste après. D'accord? Donc, une partie s'évapore et en fait, pour éviter d'avoir trop d'oxydation et trop de pertes, on va minimiser parce qu'en fait, ici, on voit que la quantité entre le liquide, vu que le tonneau est cylindrique, on va remonter le niveau du tonneau pour limiter la quantité d'oxygène ici. D'accord? Donc, pour re-remplir, donc ce qu'on appelle le houillage, on va re-remplir soit avec du même rhum ou soit avec des rhums différents. Dans la méthode de la Solera, on part du principe que le vieux éduque le jeune. Donc, on va re-remplir la part des anges avec le rhum plus jeune, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, ça va faire une cascade. Et donc, en fait, quand vous voyez marqué Solera 23 ans, vous avez effectivement la Solera qui a 23 ans, mais dans la bouteille, vous devez avoir encore 2%, 3% de rhum de 23 ans. Enfin, je n'ai pas le pourcentage exact, je ne le saurai jamais. C'est qu'il y a un minimum le plus âgé de 23 ans, quoi. C'est ça. Il y a une partie du liquide qui a 23 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la quantité est infinitésimale. Et c'est pour ça qu'on ne marque jamais de décompte d'âge dans une Solera. Alors, ce n'est pas embêtant. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'ils marquent Solera 23 ans. Ce qui me dérange, c'est quand ils mettent 23 en très gros dans le but de tromper un peu le consommateur. Et c'est une fois de plus le manque de nomenclature dans le monde du rhum. Autant dans le monde du whisky, on sait que le whisky qui est marqué l'âge indiqué est le whisky le plus jeune dans la bouteille. Dans le rhum, ce n'est pas vrai. Et en quoi chez Santa Teresa, c'est eux Parce que déjà, ils marquent pas parce qu'en fait, ils ont une méthode dans le chai où c'est des pipelines qui vont de fût en fût et qui est un système qui coûte extrêmement cher à mettre en place. Et eux ont une vraie méthodologie de fabrication en Solera. Voilà. Quand tu vois la distillerie, quand tu vois le chai, il y a des pipelines de partout, qui est une vraie Solera. C'est vraiment, alors que dans d'autres distilleries, c'est fait un peu à la papa, quoi. Ouais, si je peux résumer ça un peu comme ça. C'est plus un blend qu'une Solera, quoi. Voilà, t'as tout compris. Voilà. Tiens, pour faire la digression, il y a le Porto aussi. Le Porto est un produit que j'aime pas mal aussi. C'est plutôt sympa. Et comment on fait du Porto? Mutation par mutage d'un vin en fermentation. Ouais, on stoppe la fermentation en rajoutant du brandy. Ouais. Et le brandy, c'est quoi? C'est juste la contraction de Brent wine, de vin cuit, d'accord, qui a donné le mot brandy. D'accord. C'est ce que beaucoup boivent aussi les Américains, quoi. Oui, mais alors pourquoi? Parce que c'est assez drôle, parce que ça rejoint un peu l'histoire l'histoire du rhum. Parce qu'en fait, c'était simplement une manière de stabiliser le vin pour l'envoyer dans les colonies. Et c'est vraiment parti de ça. Les Anglais se sont approvisionnés dans la région du Douro, donc où on fabrique le Porto, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas nous en acheter parce qu'ils étaient en guerre contre nous. Donc on n'était pas trop enclin à leur vendre du pinard. Et donc, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils achetaient du vin et qu'ils l'envoyaient dans les colonies, ils perdaient. Donc ça tournait vinaigre les 3/4 du temps. Et donc, pour stabiliser le vin, ils ont décidé de rajouter du brandy en stoppant la fermentation, pour stopper la fermentation. Et donc, on a obtenu le Porto comme ça, quoi. Mais voilà. Et c'était surtout grâce au commerce, enfin, pour le commerce triangulaire et notamment la stabilisation du produit lors de la traversée. Voilà. Et donc, l'appellation, enfin, le nom de vin cuit, ça vient de la contraction de Brent wine, de vin cuit. Ah oui, d'accord. Brandy.
J'ai une Brandi. question, Mathieu, donc les rhums d'Augustin qui pose une question. Les rhums, en fonction d'où on les achète, donc ils vont avoir plus ou moins de goût, point d'interrogation. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une norme pour qu'ils soient toujours pareils au niveau de l'ajout d'eau? Bah, pour l'ajout d'eau, c'est facile, hein, tu regardes le degré de l'étiquette. Après, la norme, elle existe, hein. C'est ce qu'on appelle les brutes d'alambic, brutes de colonne ou brutes de fût. Alors, brut de fût, c'est un peu compliqué. Pour une simple et bonne raison, c'est que un brut de fût ne doit pas avoir subi de réduction entre le moment où on l'enlève du fût et le moment où on le met en bouteille. Ok, ouais. Juste à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir subi de réduction avant ou Oui. pendant le vieillissement. Oui, parce qu'il sort du fût. C'est pas comme brut de Il sort colonne, du fût. ils sortent directement de la colonne en bouteille. Ouais, exactement. Ou Ouais. brut d'alambic, sorti directement d'alambic. Voilà. Ok. OK. J'espère. Ok. Donc après, le taux d'alcool va différer. Enfin, après, quand on a un rhum à 40 degrés, on se doute bien que ce n'est pas un brut d'alambic, quoi. Ok. Mais après, quand c'est marqué sur l'étiquette, pour les rhums vieux, c'est assez facile, hein. Brut de fût, on va regarder à peu près combien de temps il a vieilli et puis quel est le degré alcoolique. Mais après, c'est pas forcément ça dépend ce qu'on recherche. Si on recherche un très bon rapport qualité-cuite, oui, il faut se tourner vers les brutes de colonne. Maintenant, si on veut quelque chose d'un peu plus souple à boire, les réduits, c'est très bien aussi, hein. De toute façon, faut pas oublier une chose, c'est que tout dépend ce qu'on recherche. Maintenant, vaut mieux boire des fois quelque chose de réduit, mais bien réduit et bien fait, que quelque chose qui va titrer fort. Oui, C'est pas la même chose, quoi, en fait. comme, On va pas rechercher le même plaisir, quoi. comme le bon Le exemple. degré d'alcool n'est pas gage de qualité, si je puis dire Ah ainsi. oui, non, ça c'est. D'accord, ouais. La réduction est Par un contre, art. on sait qu'on a un gros taux de TENA, quoi. Donc, ça veut dire que après, par contre, bien souvent, des fois en dégustation, quand c'est trop éthylique, quand on sent vraiment trop l'éthanol et pas assez les arômes, on va peut-être mettre une toute petite goutte d'eau pour écraser. En fait, l'eau va avoir pour principe de casser les arômes volatiles, de les écraser complètement pour avoir un dégagement aromatique un peu plus sympa sur les notes un peu plus faciles, quoi. OK. Donc, vieillissement, première méthode, c'est la Solera. Et deuxième méthode, c'est la méthode traditionnelle où on va. Oula, c'est un peu trop monté. Non, moi, c'est pas grave, vous l'aurez comme ça. Et l'autre méthode de vieillissement, c'est un houillage classique où en fait, on va utiliser soit du même jus ou soit on va créer un blend dans le tonneau pour le faire vieillir. Par contre, il y a un facteur climatique qui est hyper intéressant. C'est la différence entre ce qu'on appelle le vieillissement tropical et ce qu'on appelle le vieillissement continental. D'accord? Vieillissement tropical, c'est tout ce qui va vieillir entre les tropiques. D'accord? En règle générale, il fait chaud, il fait beau et c'est plutôt sympa. Vieillissement européen ou continental, c'est tout ce qui va vieillir, notamment à Édimbourg ou en Angleterre. On retrouve, ou aux Pays-Bas d'ailleurs, on retrouve Shire ou les gros brokers anglais. Et on va vite comprendre des fois la différence entre un vieillissement tropical et un vieillissement continental. Grosso modo, on part sur un constat très simple. On a 100 litres de rhum au départ. D'accord? Le taux de part des anges en vieillissement tropical est de l'ordre de 8%. C'est énorme. Okay? C'est colossal. Donc, chaque année, on perd 8% du stock total. Au bout de 3 ans, sur les 100 litres, il va nous rester 78 litres. Au bout de 10 ans, il va nous rester 43 litres. Au bout de 30 ans, il nous restera 8 litres. C'est énorme. C'est colossal. En Angleterre, on est à 2%, 2-4%. Sur 100 litres, au bout de 12 ans, on obtiendra 78 litres. Et au bout de 30 ans, 54 litres. D'accord? Donc, on voit la quantité de produits qu'on sauve, entre guillemets, où il y a moins d'évaporation. Alors, ça, c'est pris à peu près dans les mêmes valeurs. Après, vous avez différentes typologies de chais.
donc les chais humides ou chais secs, qui vont avoir des influences organoleptiques différentes en termes de vieillissement. D'accord. Mais grosso modo, c'est pour bien comprendre aussi l'impact de tarif entre des rhums vieux et des rhums vieux continentaux et vieux tropicaux. D'accord. Il n'y a pas moyen d'avoir des chais climatisés? Il n'y a pas des investissements? Il y en a de plus en plus, ou même des chais enterrés. Mais après, ils recherchent aussi cette évaporation-là aussi. Alors, sans chercher à l'extrême, mais c'est la différence entre les chais qui vont être isolés ou non, ou des chais qui vont être ventilés ou non. Notamment, il y a la dernière sortie de chez Nesson, faite par Luca, où c'est le même jus, le même décompte d'années stocké dans les mêmes natures de fûts, mais dans les 3 chais différents. Et là, on peut goûter organoptiquement la différence entre chaque chai. C'est assez rigolo à faire, c'est assez marrant. Parce qu'en fait, différence entre chai sec et chai humide, dans un chai sec, on va faire s'évaporer l'eau avant l'éthanol, d'accord. Et dans un chai humide, on va faire s'évaporer l'éthanol avant l'eau. Donc, dans un cas, on va perdre des degrés d'alcool, dans l'autre cas, on peut même augmenter en degrés d'alcool. Ouais. Mais ça n'aura aucune influence sur l'aromatique du rhum? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si, ça aura une grosse influence. Sachant qu'en plus, l'éthanol est un solvant, toujours pareil, mais c'est lui qui va avoir pour... Alors, si, ça va avoir 2 incidences, parce qu'en fait, l'éthanol est une molécule qui est beaucoup plus grosse que l'eau, que H2O, d'accord? Donc en taille, d'accord? Les tonneaux sont constitués de bois. Donc les natures du bois, c'est ce qu'on appelle les tissus du xylème et tissus du phloème. Vous me dites si je vais trop loin ou si c'est trop compliqué, d'accord? Mais grosso modo, pour schématiser, plus la molécule est petite, plus elle va pouvoir aller loin dans les douelles, dans les planches de bois, et plus elle va pouvoir aussi aller chercher des éléments aromatiques différents. D'accord. Donc, il faut de l'éthanol, OK, mais il faut aussi de l'eau qui permet d'avoir un apport d'éléments aromatiques qui vont être présents dans le bois. Donc, les deux sont importants. Et c'est là le rôle du maître de chai, c'est de trouver l'équilibre entre l'éthanol et l'eau pour avoir la complexité et le rendu aromatique que lui souhaite. Voilà. C'est bon? C'est bon. OK. Juste pour info, moi, je dois quitter à 17h30, donc il est 17h. Après, je ne sais pas si après que vous voulez entre vous. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai quasiment fini là. Okay, on attaque juste la juste dernière. Bien, parfait. Juste pour vous demander si vous voyez quelque chose. Très bien. Pour les enfants. Ouais, les différentes essences de bois utilisées va avoir aussi de l'influence de l'impact. Tu parlais, mais c'est ouf. Pour le Solera avec le Xérès, avec le Jerez, pardon. Le Jerez, ouais. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir des fûts particuliers pour le Solera ou pas? Non. Non. En fait, c'est la méthode de houillage, c'est tout. Voilà, ok, d'accord. C'est juste la méthode de houillage qui s'appelle Solera. Alors, traditionnellement, ça venait du Jerez, mais maintenant, tu n'es pas obligé d'utiliser des fûts de Jerez. D'accord, ok. Ou fût de sherry. Alors, c'est la traduction anglaise de Jerez, d'accord? Donc, quand vous voyez marqué sherry finish, c'est juste la traduction de Jerez, d'accord? Ok, d'accord. Les différentes essences de bois utilisées, on va retrouver Quercus alba, le chêne blanc d'Amérique, fort fatalement connu pour le bourbon, parce que pour s'appeler bourbon, c'est 51% de maïs minimum et 2 ans d'élevage en fût neuf de chêne blanc d'Amérique, d'accord. Et c'est là où ils utilisent en règle générale des chauffes extrêmes, ce qu'on appelle les crocodile skin, pour avoir un rendu aromatique qui va dégager de la vanilline. Plus on chauffe le bois, surtout le chêne blanc, plus il va dégager de vanilline, et c'est pour ça que les bourbons ont toujours un nez de vanille. Voilà. Quercus cessiflora pour le chêne roux ou chêne sessile pour la constitution des fûts en France en règle générale. Grosso modo, 95% du marché du rhum est affiné en fût de Bourbon. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas loin des États-Unis et grosso modo, vu que c'est 2 ans d'élevage en fût de chêne américain neuf, en règle générale, sachant qu'il y a des vieillissements plus longs, on est bien d'accord, ils ont besoin de faire des rotations de stock de fûts très importantes. Grosso modo, un bourbon barrel aujourd'hui, ça vaut $80 sur le marché secondaire.
Voilà. OK. Un fût de cognac, on peut facilement aller à 150, 200, 300, 400, 500 dollars. Les grands crus classés, on peut aller plusieurs milliers d'euros pour un fût. OK. D'accord. Putain, ça va. Les rares sont encore plus chers. Parce que Il y en a qui sont beaucoup plus chers, mais plusieurs. Là, j'ai dit plusieurs milliers d'euros, donc ça ne veut pas dire combien de plusieurs. Les chauffes de fût. Donc, pour faire un tonneau, on est obligé de le chauffer à l'intérieur pour développer les arômes du bois. Donc, on a les chauffes basses, moyennes, hautes, et après, on va retrouver extrêmes. Voilà. Et qui vont donner différents finishes. OK ? Notamment chez Nesson, quand vous voyez marqué profil 105 et profil 107, ce sont les profils de chauffe des fûts. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. OK. OK. Merci à tous. Oh, j'ai encore une question. Vas-y. Sur certains rhums agricoles, notamment chez Savannah, ils font des single casques, un peu comme les whisky. Ça me perturbe parce que je pensais que c'était un produit d'assemblage, moi, le rhum, essentiellement. Mais que veut dire single casque? Donc, seul fût unique. Oui. Ou assemblage de même fût, du même fût, non? Aussi, éventuellement. C'est un fût unique, mais on peut assembler... Alors, single casque, c'est un fût unique. Hein. D'ailleurs, on parle vraiment que du... On ne peut pas assembler un fût unique. Non, ils ne sont pas un fût unique, c'est un fût unique. Oui, c'est un seul fût, quoi. Après, le fût, il ne va pas dégager peut-être les mêmes arômes. C'est ça, le truc. Ah, mais dans un single casque, ils vont spécifiquement choisir ce fût-là pour ces spécificités-là, quoi. Ouais. Pour des choses très spécifiques. Mais un single casque, c'est un fût unique. Hein. Donc, c'est élevage, houillage, c'est houillage du même rhum, houillage ou non. Hein. Vous prenez l'exemple de Saint James, ils font aucun houillage de leur tonneau. Hein. OK. Sur les 100 de départ, il y aura les 100 à arriver, quoi. Enfin, il y aura il n'y a pas de houillage du tout. Il n'y a pas de houillage. J'ai bien répondu à la question? Oui. Mais single casque, à partir du moment où il y a un numéro de fût, et chez Savannah, il y a des trucs qui sont extraordinaires en single casque. Si vous voulez, on a créé avec deux amis une petite application sur le rhum qui est complètement gratuite. Si vous voulez, je vous la présente en 2-3 mouvements. Ah oui, vas-y. Ouais. Ça s'appelle Wikirom. C'est ce que j'allais dire, Mathieu. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que sur les dernières minutes, on peut parler un peu de ce que tu fais sur Wikirom, sur le RCO, aussi, le Rhum Live, ton groupe de Rhum à Bordeaux. Voilà. Donc, je vais vous présenter Wikirom. Alors, très rapidement. Donc, ça, c'est une petite web application. C'est une petite... Qui s'arrête jamais. Parfait. Ouais. C'est une petite web application gratuite. Hein. Donc, ne les cherchez pas sur les stores. Directement, vous allez sur Google, vous tapez Wikirom et vous allez tomber sur wikirom.fr. D'accord ? Vous cliquez dessus et aujourd'hui, on a essayé de faire une base de données qui est plutôt exhaustive et plutôt pas mal renseignée. Vous voyez bien l'écran là ? Ouais. Ok, ça roule. Non, donc aujourd'hui, on est à 7988 ROM renseignés. On est parti de la volonté de comment on fabrique un rhum, tout simplement. Donc vous allez retrouver un petit glossaire de un peu tout ce que je vous ai expliqué aussi. Voilà. Donc, vous avez quelques définitions sur les clairins, les pots de style, les XO, etc. Et vous allez pouvoir parcourir les rhums par marque. Vous allez marquer les marques que vous souhaitez découvrir. Et en tête, on va retrouver à l'honneur le plus gros taux de retour des rhums, des distilleries qui nous ont donné le plus d'informations. Voilà. Alors, ça, on va prendre, par exemple, Longto, voir la liste de rhums. Et il faut savoir que chaque distillerie peut se connecter directement à la base de données et remplir la base de données. D'accord ? Ok. Donc, quand on prend le Longto 6 ans, par exemple, on va retrouver la marque. Et quand il y a un petit logo, ça veut dire que la donnée est soit marquée sur le packaging et on l'a renseignée. Donc, logiquement, les packagings sont justes. Ou soit ça a été rempli par la marque. D'accord ?
Donc, ils ont la possibilité de corriger absolument tout. Donc, on va retrouver les IGP, le type de rhum, le millésime, le pays, la typologie, la tradition, les différents types de cannes, les différentes références de cannes, pour ne pas se tromper entre la canne rouge barbadienne ou la canne rouge réunionnaise, le type de mélasse quand c'est du rhum de mélasse, les origines de la canne, le type de ramassage, mécanique ou manuel, parce que ça peut influencer sur le prix du rhum, si c'est un monovariétal, si c'est un parcellaire, l'habitation récoltante, dilution avant fermentation, les levures utilisées, donc de type naturel ou boulangère, durée de fermentation, la distillerie, le type d'alambic utilisé, le nom de l'alambic quand il y en a un, la base de distillation, le nombre de distillations, le type de foudre, typologie de vieillissement, climat continental ou tropical, type de vieillissement traditionnel, houillage de même millésime quand il y a du houillage, les douelles, elles sont unies, type de fût utilisé, c'est cognac, type d'échauffe moyenne plus, réduction avant vieillissement, réduction avant vieillissement en cours de vieillissement ou après vieillissement, l'âge minimum, l'embouteilleur, l'assemblage, le titrage finage, le nom d'embouteillage, les spécificités, etc. OK ? Donc, ça peut vous donner des fois des indications. Déjà, pour chercher des informations, c'est plutôt assez ludique et sympa. Vous pouvez scanner le code barre des bouteilles. Alors, on a un petit problème avec le scan en ce moment, mais ça va être résolu. On essaie de trouver un autre scan parce qu'on fait ça vraiment bénévolement, gracieusement. Et donc, vous scannez le code barre d'une bouteille et puis on tombe sur la cuvée. D'accord ? Tac, tac, tac. Vous pouvez gérer votre cave. Tu fais pas les dégustations tout seul, Mathieu, moi, j'en ai dégusté beaucoup. Là, tu es sur ma cave. Et ma cave perso, là. Ah, je n'ai pas tout rentré encore. Mais en fait, on a fait ça pour gérer. On a fait ça au départ pour gérer nos caves. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'ont à remplir comment peuvent remplir les distilleries, parce que nous, on fait ça en vraiment toute transparence. Donc, vous voyez, on va retrouver l'identifiant, on va retrouver, alors on va peut-être, on peut me dire, tac. Et on leur a pré-rempli aussi déjà tous les champs. C'est-à-dire que, exemple, on parlait de marques tout à l'heure qui sont spécifiques aux Jamaïcains ou au Guyana, ou au rhum du Guyana. On l'a rempli l'intégralité de tous les marques qu'on avait en connaissance, nous. D'accord ? Donc, on a les DOK, on a les H, les Single H, les L-Rock, etc. D'accord ? On a fait le même boulot sur les typologies. On est parti sur agricole rhum, on a pris la classification Gargano. Single estate pour savoir si c'est une seule habitation récoltante, c'est-à-dire est-ce que les cannes à sucre sont sont aussi cultivées par la distillerie ou pas. Les types de cannes, on a rempli toutes les cannes qui sont communément utilisées pour faire du rhum. On a mis toutes les références de cannes également. Bon, là, il y en a une palanquée. Les typologies de mélasse, donc les classes A, classe B, multiples, les origines de la canne, origine de la mélasse, les habitations récoltantes. Bon, là, pareil, on a tout. Donc là, Binlight, c'est en Australie. Les dates de récolte, les dilutions, les fermentations, les levures utilisées, les dates de fermentation, le type d'alambic. Donc là, on va retrouver les pots style, les colonnes multiples, le pot style simple, les pots style à double repasse, etc. Le nom de l'alambic, les taux de congénère. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, le taux de TNA. Ils peuvent être remplis. Et donc ça peut donner vraiment le taux d'ester qui est un des composés du TNA. Et en fait, on est parti de la fabrication jusqu'à la mise en bouteille, en fait, tout simplement. Voilà. Avec les différentes données techniques. Les taux d'occultation ou d'obscuration sont les taux d'adjonction de sucre. Ah, okay, oui. donc là, on est en train de travailler dessus. C'est pas encore, mais bientôt, vous pourrez choisir, donc dans parcourir les rhums, vous avez la possibilité de faire une petite recherche multicritère ici, donc recherche avancée. Et là, vous pouvez choisir vos marques, choisir par marque. Vous pouvez choisir par si vous voulez un bio ou pas un bio, hein, voilà, après, ou agriculteur raisonné, le type de rhum, le millésime, la fourchette de millésime que vous voulez, d'accord ? Le taux de congénère, donc si vous voulez un rhum léger ou un rhum lourd, par exemple. Les types de cannes, pareil. Les marques,
parce que s'il y a des fans, moi je suis fan de certains marques de chez Hamden et j'essaie de retrouver tous les blends qui ont contenu ce marque, etc. Donc c'est un peu fastidieux. On se simplifie la vie. Si c'est du monovariétal, un parcellaire, la distillerie, la date de distillation et le type d'embouteillage. Là, on va rajouter aussi le taux de sucre, si on veut un rhum plus ou moins sucré. Voilà. Et s'il vous plaît, ne vous offusquez pas du sucre dans le monde du rhum. Il ne faut pas oublier que le sucre n'est absolument pas perceptible à raison de 4 grammes par litre d'ajout de sucre après distillation. D'accord ? Le cognac ne peut s'appeler cognac que parce qu'il y a 4 grammes par litre, 4 ou 7, je ne sais plus. Si c'est 4 ou 7 grammes par litre. D'accord ? Sinon, ce n'est pas du cognac, c'est de l'eau de vie de vin. Voilà. J'espère que j'ai pu... Mathieu, c'était au top. Franchement, merci beaucoup. Incroyable. Merci. Et, je pense qu'on s'organiserait peut-être une petite session à monter sur Nantes au Bodégone, je pense. Avec plaisir, quand vous voulez. J'ai quelques jus à goûter. Ouais, gravement. Non, mais j'espère que si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ouais, non, mais de rien, avec grand plaisir. Ouais, merci. Et si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP et puis j'y répondrai. Carrément. Mais je te rappellerai dans tous les cas pour voir, pour qu'on se fasse une petite journée à Nantes là. Pas de souci. Si on peut lier cocktail club, tout ça, machin, faire un petit truc. Ouais. Là, tu vois. Pas de souci. Petite. Alors moi, je suis pas bartender. Hein. Je suis pas bartender. Non, mais c'est chez toi. Alors, je m'essaye un peu, mais c'est pas mon métier premier. Mais on l'est, donc normalement, ça devrait matcher. Non, c'est vrai. Bon, mais ça roule. Non, mais c'était top. Franchement, merci. Merci Mathieu. Merci. Eh ben, avec grand plaisir. Bon, je reviens vers toi, Mathieu. Ça roule, pas de souci. Bonne soirée à tous.